À l'été 1974, l'équipe brésilienne se rendit en Allemagne de l'Ouest avec une mission colossale, défendre la Coupe Jules Rimet, acquise à jamais 4 ans plus tôt. Mais le Brésil de 1974 n'était plus celui des charmantes danseuses de samba du Mexique de 1970. Fini l'air Pelé, fini Gerson et Tostão. Sous la houlette de Mario Zagallo, la sélection s'était métamorphosée en une équipe plus rusée, plus pragmatique et plus européenne, prête à affronter le tourbillon du football total naissant. C'était une équipe en pleine transition, animée d'une obsession de la victoire à tout prix, quitte à sacrifier son jeu flamboyant. Malgré leur participation au match pour la 3e place et leur défaite face à la Pologne, la génération 1974 a marqué l'histoire. Ce fut un parcours incroyable, jalonné d'efforts pour conserver le titre, où un jeu défensif et des contre-attaques, ponctués de coups d'éclat individuels, ont créé un tableau à la fois paradoxal et tragique. 50 ans se sont écoulés depuis cet été allemand. Le temps, tel un fleuve impitoyable, a importé la jeunesse, ne laissant que de profondes cicatrices sur les visages de ces jeunes hommes. Après avoir ôté leur prestigieux maillot jaune et vert, ils sont retournés à la réalité. Pleines de soucis, certains sont devenus des parrains influents, d'autres ont pris leur retraite. Et hélas, certains ont succombé à leur destin cruel lorsque le coup de sifflet final a retenti trop tôt. Aujourd'hui, replongeons-nous dans les archives pour écouter les récits de vie de ces témoins historiques de cette année-là. Marinho Chagas, le magicien blond et sauvage, est un phénomène du football brésilien incontournable. À 22 ans, Marinho débarque en Allemagne comme une bouffée d'air frais, avec sa longue chevelure blonde romantique flottant au vent et son poste d'arrière gauche. Marinho refuse de se cantonner à son terrain et se projette sans cesse vers l'avant. Telle une flèche, il incarne la rébellion. Ses styles de jeu offensif et libre dont rêvent les Brésiliens. Ses dribbles le long des lignes de touche sont à la fois une arme redoutable et une arme à double tranchant qui a fait vaciller la défense brésilienne à maintes reprises. Marinho est beau, Marinho est talentueux, et Marinho est aussi indomptable qu'un cheval sauvage. Après la Coupe du Monde, la vie de Marinho fut aussi tumultueuse et mouvementée que sa carrière de joueur. Il changea de club en club, du Botafogo à Fluminense, puis au New York Cosmos aux États-Unis, où il joua aux côtés de légendes comme Beckenbauer. Marinho menait une vie de rockstar, entre fêtes, femmes et divertissements sans fin. Généreux, prêt à tout donner. Cette générosité et ce train de vie excessif le conduisirent peu à peu à sa perte. Lorsque ses jambes le lâchèrent et que les projecteurs s'éteignirent, Marinho se retrouva confronté à la solitude et à la pauvreté. Il lutta contre l'alcoolisme, qui rongea le corps et l'esprit du magicien d'antan. Il semblait que la liberté et l'insouciance sur le terrain aient cruellement affecté sa vie. Marinho ne savait plus se défendre, oubliant souvent ses responsabilités sur le terrain. Il vivait pleinement ses émotions, et une fois celles-ci retombées, seule la douleur subsistait. Pourtant, ce parcours semé d'embûches s'est brutalement et tragiquement interrompu. Le 1 juin 2014, quelques jours seulement avant le retour de la Coupe du Monde au Brésil, son pays natal. Marinho Chagas s'est éteint à l'âge de 62 ans des suites d'une hémorragie gastro-intestinale, conséquence d'années d'alcoolisme. Sa disparition a laissé un vide immense, celui d'un talent inné qui s'est égaré, d'une étoile filante fulgurante éteinte trop tôt dans les ténèbres de la vie. Valdemiro Vaz Franco, dit simplement Valdemiro, arriva à la Coupe du Monde 1974 à l'âge de 28 ans. Il ne possédait pas la technique exceptionnelle de Garrincha ou Jairzinho, mais il était infatigable et efficace. Évoluant sur l'aile droite, Valdemiro était un travailleur acharné, multipliant les allers-retours. Son unique but du tournoi, inscrit contre le Zaïre, fut une juste récompense pour ses efforts discrets. Il devint une figure emblématique de l'international, où il remporta de nombreux titres nationaux. Loin des terrains de football, Valdemiro menait une vie paisible dans sa ville natale. Il ne se lança pas dans une carrière d'entraîneur professionnel, mais consacra une grande partie de son temps à des actions sociales et caritatives. Il créa des projets de football communautaire pour aider les enfants défavorisés, utilisant sa notoriété pour offrir des perspectives nouvelles à des jeunes en difficulté. Il menait une vie sereine, indifférent à la gloire et à la fortune, heureux auprès de sa famille et de ses amis de longue date. Aujourd'hui, à 78 ans, Valdemiro est toujours affectueusement surnommé l'idole éternelle par les habitants de Porto Alegre. Il est la preuve vivante que la valeur d'un joueur ne réside pas seulement dans ses buts, mais aussi dans sa générosité et son engagement discret envers la communauté, même après la fin des matchs.
Paulo César Caju, un attaquant de 24 ans, était un cas à part. Réserviste de l'équipe championne de 1970, il s'y est imposé comme titulaire en 1974. Son talent naturel, sa technique et sa polyvalence lui permettaient d'évoluer à plusieurs postes offensifs. Cependant, en dehors des terrains, Caju était un playboy notoire, menant une vie fastueuse faite de fêtes et d'aventures amoureuses à Rio de Janeiro. Après des années de gloire à Marseille et dans des clubs brésiliens, la vie de Caju a basculé dans la tragédie à cause de la drogue et de l'alcool. Il a avoué avoir vendu sa médaille d'or de la Coupe du Monde 1970 et son maillot pour acheter de la cocaïne. Il a perdu de nombreux biens, le respect de beaucoup et a frôlé la mort. Heureusement, Caju a fini par trouver la lumière au bout du tunnel. Il a vaincu sa dépendance et a reconstruit sa vie. Aujourd'hui, à 75 ans, Paulo César Caju vit une nouvelle vie. Conférencier, il parcourt le monde pour partager les erreurs de jeunesse et mettre en garde la génération suivante. Il travaille également comme commentateur et journaliste. L'histoire de Caju est une leçon précieuse sur les épreuves, mais aussi un hymne à la force de se relever des ténèbres. Marinho Pérez était capitaine du Brésil en 1974. À 27 ans, ce défenseur central était un roc en défense, réputé pour son intelligence de jeu et ses tacles décisifs. Moins flamboyant que les stars offensives, son rôle était pourtant irremplaçable. Véritable pilier de la défense. Il incarnait la voix de Zagallo sur le terrain, s'efforçant de maintenir la discipline au sein d'une équipe en quête d'identité. Son transfert à Barcelone juste après la Coupe du Monde fut la preuve la plus éclatante de son immense talent à cette époque. Le parcours de Marinho Pérez après sa retraite de joueur fut une aventure passionnante. Il s'est lancé dans une carrière d'entraîneur et a connu un grand succès, notamment au Portugal où il est considéré comme l'un des meilleurs entraîneurs étrangers de l'histoire du Sporting Lisbonne. Il a également joué un rôle majeur dans l'épanouissement de Luis Figo à ses débuts. Marinho Pérez a vécu paisiblement auprès de sa femme et de sa famille. On le connaissait pour sa gentillesse et son sourire bienveillant, contrastant fortement avec son expression pensive lorsqu'il jouait. Cependant, la loi de la naissance, du vieillissement, de la maladie et de la mort n'épargne personne. Ces dernières années, l'ancien capitaine a dû faire face à de graves problèmes de santé suite à un AVC. Puis, le 18 septembre 2023, Marinho Pérez s'est éteint à l'âge de 76 ans. Son départ a laissé un grand vide, non seulement pour le football brésilien, mais aussi pour les supporters de Barcelone et du Portugal. Il est parti en emportant avec lui le souvenir d'un leader discret mais courageux. Jairzinho est un symbole du passé. À 29 ans, l'Ouragan est le seul joueur de la légendaire équipe de 1970 à occuper encore un rôle clé en attaque. Pourtant, la lourde responsabilité de succéder à Pelé à la tête d'une équipe rajeunie, Jairzinho s'est battu avec acharnement. Même s'il n'a pas pu réitérer l'exploit de marquer à chaque match comme il y a 4 ans, avec 2 buts et un style de jeu puissant, il reste une menace constante, un soutien moral pour une sélection en pleine transition. Après le tournoi de 1974, Jairzinho poursuivit sa conquête de l'Europe avec Marseille avant de rentrer au pays. Contrairement à beaucoup de ses contemporains, il mena une vie épanouie après sa retraite et resta très attaché au football. Loin de se retirer du monde, il participa activement à l'entraînement et à la découverte de jeunes talents. Son plus grand accomplissement après avoir raccroché les crampons ne fut sans doute pas un trophée, mais la découverte d'Alien Ronaldo Nazario, alors âgé de seulement 14 ans, ouvrant ainsi un nouveau chapitre dans l'histoire du football mondial. La vie de Jairzinho témoigne de sa résilience et de sa capacité d'adaptation. D'ailier rapide, il s'est mué en entraîneur et en recruteur au flair exceptionnel. Il a mené une vie exemplaire, loin des scandales. Aujourd'hui, à 79 ans, Jairzinho est toujours en pleine forme et apparaît régulièrement dans les médias comme une légende vivante. Il évoque encore ses années de gloire avec une fierté non dissimulée et son image demeure un symbole de continuité entre les générations dorées du football brésilien. Paulo César Carpegiani, à 25 ans, occupait une place centrale au milieu de terrain. Intelligent, calme et doté d'un sens tactique visionnaire. Il orchestrait le jeu, contribuant à l'équilibre entre attaque et défense du Brésil. Bien que ni particulièrement imposant physiquement ni rapide, son intelligence de jeu a permis au Brésil de maîtriser la rencontre dans de nombreux moments difficiles. Cette vision tactique a permis à Carpegiani de devenir l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire du football brésilien. Son apogée fut la Coupe du monde des clubs avec Flamengo
en 1981, où il mena Zico et ses coéquipiers à la victoire contre Liverpool. C'était un bourreau de travail, sérieux et ambitieux. Sa vie personnelle était rythmée par des séances d'entraînement intensives, de longs voyages et la pression constante de la performance. Aujourd'hui, à 75 ans, Carpegiani profite de sa retraite sans pour autant se désintéresser du football. Il accepte encore occasionnellement des missions d'entraîneur ou de consultant. Il incarne à la perfection l'intellectuel du football, ayant su se muer d'excellents joueurs en grands stratèges, laissant un héritage considérable dans le paysage tactique du football sud-américain. Roberto Rivellino incarnait l'âme du jeu brésilien de 1974. À 28 ans, arborant le légendaire numéro 10, Rivellino était célèbre pour son tir foudroyant du pied gauche, surnommé coup atomique, et sa fameuse technique de l'élastico, récupération de balles. Dans un tournoi où le Brésil manquait cruellement de stars, Rivellino porte l'attaque à lui seul. Ses 3 buts lors de cette édition témoignent du génie d'un joueur d'exception, un artiste qui s'efforçait de tracer de magnifiques courbes dans le ciel gris. Après la Coupe du Monde de 1974, Rivellino continua à jouer au plus haut niveau pour Fluminense, puis prit sa retraite en Arabie Saoudite, devenant ainsi l'une des premières grandes stars à explorer ce pays. Après sa retraite, il devint l'un des commentateurs sportifs les plus perspicaces et prestigieux du Brésil. Il n'hésitait pas à critiquer les erreurs de ses cadets, mais savait aussi toujours apprécier la beauté du jeu. Sa vie fut riche et épanouissante. Il fut vénéré comme un roi du football par les supporters de Corinthians et de Fluminense. La carrière et la vie de Rivellino semblent suivre un parcours jalonné de gloire et de respect. Il sait préserver son image et résister à la tentation. Aujourd'hui, à 78 ans, l'homme à la moustache est toujours en pleine forme et sa voix résonne encore à la télévision. Véritable encyclopédie vivante du football. Il fait le lien entre un passé glorieux et le présent, rappelant aux jeunes générations la valeur de la technique et du dévouement. Emerson Leão. Ce gardien de fer à la personnalité fougueuse incarne, à seulement 24 ans, la solidité et la ténacité dans les cages. Contrairement aux idées reçues sur les gardiens brésiliens souvent fautifs, Leão est un perfectionniste à l'extrême. Il possède des réflexes fulgurants, des entrées et sorties de balles optimales, et une forte personnalité, parfois teintée d'arrogance. Lors de la Coupe du Monde 1974, Leão fut l'une des rares satisfactions, enchaînant les matchs sans encaisser de but et ne cédant que face au jeu total trop imprévisible des Néerlandais. Leão est un stopper fiable, une voix autoritaire qui résonne dans toute la défense. La carrière de Leão s'est étendue sur 4 décennies, un exploit remarquable. Après avoir pris sa retraite de joueur, il s'est tourné vers l'entraînement et est devenu l'un des entraîneurs les plus célèbres, mais aussi les plus controversés, du Brésil, dirigeant la plupart des clubs de son pays et l'équipe nationale. Son tempérament fougueux, sa discipline de fer et sa propension à s'opposer à la presse ou à ses joueurs vedettes étaient les marques de fabrique de Leão. C'était un homme au goût et au dégoût bien tranchés, direct et intransigeant. Dans la vie, Emerson Leão est un homme de famille, mais extrêmement discret sur sa vie privée. Propriétaire de vastes exploitations agricoles, il se consacrait à l'agriculture lorsqu'il n'est pas sur le terrain. Sa carrière d'entraîneur a connu des hauts et des bas, mais Leão n'a jamais baissé les bras. Aujourd'hui, à 75 ans, bien qu'il ait quitté les plus hautes fonctions d'entraîneur, le nom d'Emerson Leão reste associé à l'image d'un homme de fer, qui a consacré sa vie à défendre ses valeurs et ses principes inébranlables. Luis Pereira, le défenseur central de 24 ans originaire de Palmeiras, a apporté un style défensif raffiné à l'Allemagne. Il ne se contentait pas de dégager le ballon, il le relançait directement dans sa propre surface de réparation. Avec ses longues jambes et son excellent jeu de tête, il était comparé à une Chevrolet puissante et luxueuse. Cependant, son carton rouge contre les Pays-Bas pour une faute sur Neeskens a constitué une fausse note, illustrant l'incapacité du Brésil à pratiquer un football total. Le talent de Luis Pereira était pourtant indéniable. Après le tournoi, il est devenu une légende de l'Atlético de Madrid en Espagne. Il aimait Madrid et Madrid le lui rendait bien. Après sa retraite, Luis Pereira a choisi de rester en Espagne, passant sa vie avec les rayures rouges et blanches comme entraîneur de l'équipe réserve. Il a consacré sa vie aux entraînements, transmettant son expérience aux jeunes générations. Il vivait simplement, modestement et gardait toujours un sourire optimiste.
Ce qui est admirable chez Luis Pereira, c'est sa résilience et son amour inconditionnel pour le football. Il chaussait encore ses crampons pour disputer des tournois seniors à plus de 50 ans. Aujourd'hui, à 75 ans, il vit toujours à Madrid, toujours un membre à part entière de la famille de l'Atlético. Son parcours prouve que le football peut devenir une seconde famille, où un Brésilien trouve le véritable bonheur. Dirceu José Guimarães, dit Dirceu, était le benjamin de l'équipe cette année-là. À seulement 21 ans, ce milieu de terrain, petit mais athlétique, était surnommé l'homme sans poumon. Infatigable. Il parcourait tout le terrain, assurant la liaison entre les lignes et se donnant toujours à fond. Joueur moderne, professionnel et travailleur, il participa à 3 Coupes du Monde, 1974, 1978 et 1982. La carrière de Dirceu fut un véritable périple à travers différents clubs au Brésil, au Mexique, en Espagne et surtout en Italie. Partout, son dévouement et son attitude exemplaire sur le terrain lui valurent de l'admiration. C'était un homme doux, discreet et sensible. Après sa retraite, Dirceu s'installa en Italie, ouvrit une école de football et mena une vie paisible en famille. Il semblait avoir tout pour être heureux. La gloire, l'argent et le bonheur. Le destin est parfois cruel. Le 15 septembre 1995, à Rio de Janeiro, Dirceu trouve tragiquement la mort dans un accident de la route à l'âge de 43 ans. Une voiture a dérapé et a fauché cet infatigable joueur sur sa terre natale. Sa disparition soudaine a été un choc immense, plongeant les supporters du monde entier dans un profond chagrin et mettant un terme à la carrière de l'un des joueurs les plus travailleurs et les plus attachants de l'histoire de la sélection. Zé Maria, latéral droit de 25 ans des Corinthians, était un modèle de loyauté et de ténacité. Avec Nelinho, il entretenait une rivalité passionnante sur le flanc droit. Lors de la Coupe du Monde, 1974, Zé Maria disputa 4 matchs avec solidité et discipline. Moins explosif offensivement que ses coéquipiers, il n'en était pas moins le défenseur fiable dont rêvait tout entraîneur. Zé Maria a passé toute sa carrière aux Corinthians. Il incarnait l'esprit de la raça, combat jusqu'au bout. Après sa retraite, il est resté fidèle au club et a continué à travailler au sein de ses installations. Ce qu'il y a de plus admirable chez Zé Maria, c'est sa bonté. Il a consacré la majeure partie de sa retraite à travailler dans des centres de réinsertion, enseignant le football à de jeunes détenus et les aidant à retrouver espoir. Aujourd'hui, à 75 ans, Super Zé continue de se consacrer pleinement à ses œuvres caritatives. Il mène une vie simple et humble, trouvant sa raison d'être dans la joie d'aider les autres. Il est la preuve vivante que le football a le pouvoir de transformer les gens et qu'un grand joueur ne se mesure pas seulement aux trophées qu'il a remportés, mais aussi aux vies qu'il a sauvées. Nelinho, cet allié droit de 23 ans, possédait une frappe de loin dévastatrice. Malgré seulement 3 matchs disputés lors de la Coupe du Monde, 1974, le potentiel de Nelinho était indéniable. Arrière latéral offensif complet, il allait inscrire l'un des plus beaux buts de l'histoire de la Coupe du Monde contre l'Italie, en 1978, d'une incroyable talonnade en forme de banane. Après une brillante carrière à Cruzeiro et à l'Atlético Mineiro, Nelinho s'est essayé à la politique et aux affaires. Il possède une importante chaîne de salles de sport à Belo Horizonte et est commentateur sportif à la télévision. Intelligent et vif d'esprit, Nelinho sait profiter de la vie. Il se maintient en forme et en bonne santé grâce à un entraînement rigoureux. Aujourd'hui, à 74 ans, Nelinho demeure une figure influente de l'État du Minas Gerais. Il mène une vie d'homme d'affaires prospère, heureux en famille. Son parcours est un exemple de reconversion réussie du monde du sport au monde des affaires, grâce à la discipline et à un esprit vif. Wilson Piazza, 31 ans, était l'un des vétérans de la Coupe du Monde 1970 au Mexique. Milieu défensif à l'origine, il évoluait souvent en défense centrale et jouait avec expérience et sérénité. Lors de cette Coupe du Monde, il ne disputa que 3 matchs avant de céder sa place à des joueurs plus jeunes. Mais son rôle de leader dans le vestiaire fut crucial. Légende de Cruzeiro, Piazza, après sa retraite, choisit de se consacrer à la défense des droits des joueurs. Il devint président de l'Association des joueurs professionnels, œuvrant à l'amélioration des conditions de vie et du traitement de ses collègues. Il se lança également dans le secteur pétrolier avec un grand succès. Personnage respecté, la voix de Piazza était toujours écoutée dans le monde du football brésilien.
Aujourd'hui, à 81 ans, Wilson Piazza coule une retraite paisible. Figure emblématique du football de Cruzeiro. Il a consacré sa vie au service des joueurs sur le terrain et à la défense de leurs droits en coulisses. Leivinha, l'attaquant de Palmeiras âgé de 24 ans, a insufflé de la poésie au football brésilien. Avec ses cheveux blonds et son beau visage, Leivinha était gracieux, élégant et redoutable dans les airs. Bien qu'il n'ait disputé que 3 matchs lors de la Coupe du Monde 1974 en raison d'une blessure, il a néanmoins marqué les esprits par son style de jeu flamboyant. Après le tournoi, il rejoint Luis Pereira à l'Atlético de Madrid où il devient une véritable idole. Sa carrière est freinée par une blessure au genou, mais à chaque match, Leivinha apporte la joie. En dehors des terrains, il mène une vie discrète, loin des projecteurs. Il passe du temps en famille et participe occasionnellement aux événements commémoratifs de Palmeiras ou de l'Atlético. Aujourd'hui, à 75 ans, Leivinha vit paisiblement à São Paulo. Il se contente de ce qu'il a, sans regret du passé. Il incarne l'homme qui a suffisamment de sagesse et qui trouve le bonheur dans la simplicité du quotidien. Mirandinha, un attaquant de 22 ans de São Paulo, était un jeune talent prometteur lors de la Coupe du Monde 1974. Il a disputé 4 matchs, faisant preuve de vitesse et d'agressivité. Cependant, un destin tragique s'est abattu sur lui peu après la compétition. Lors d'un match contre l'America SP, il a subi une terrible fracture de la jambe, une blessure qui a failli mettre un terme à sa carrière. Mais Mirandinha n'a pas baissé les bras. Il a subi des opérations douloureuses et une longue convalescence pour revenir sur le terrain, même s'il n'a jamais retrouvé son meilleur niveau. Après sa retraite, il a travaillé comme entraîneur et recruteur, s'investissant dans le football amateur. Sa détermination à surmonter l'adversité est une source d'inspiration pour de nombreux jeunes joueurs blessés. Aujourd'hui, à 72 ans, Mirandinha est toujours impliqué dans le football amateur. Il vit modestement, mais reste fier de ne pas avoir succombé aux épreuves de la vie. Edu représente un cas singulier du football brésilien. Appelé en équipe nationale en 1966 à l'âge de 16 ans, véritable disciple de Pelé à Santos, doté d'une technique de dribble exceptionnelle, il ne dispute pourtant qu'un seul match lors de la Coupe du Monde. 1974, à 24 ans, Edu fut victime du pragmatisme tactique de l'époque, où la beauté technique primait sur la force physique. Néanmoins, Edu demeure une légende de Santos. Après sa retraite, il est devenu ambassadeur du club, parcourant le monde pour enseigner le football et partager sa passion. Il a toujours gardé un sourire radieux et un optimisme à toute épreuve, sans jamais se lamenter sur le passé. Porter le maillot de l'équipe nationale brésilienne était pour lui un immense honneur. Aujourd'hui, à 75 ans, Edu est toujours un habitué du stade Vila Belmiro de Santos. Il est un trait d'histoire, un gardien des valeurs artistiques du football brésilien. Un joyau précieux qui, même s'il n'a pas brillé de 1000 feux lors de la Coupe du Monde, continue de scintiller à sa manière. Alfredo Mostarda, milieu de terrain de 27 ans évoluant à Palmeiras, est arrivé en Allemagne en tant que remplaçant. Il n'a disputé qu'un seul match, la rencontre pour la 3e place contre la Pologne. Pourtant, Alfredo avait été un élément clé de l'Académie de Palmeiras dans les années 1970, réputé pour son style de jeu puissant et agressif. Après sa retraite, Alfredo mena une vie tout à fait normale. Il travailla pour de petites équipes, participa à des formations de jeunes et vécut comme n'importe quel travailleur. Il n'avait ni gloire ni fortune, mais il bénéficiait du respect de ses coéquipiers et des supporters de Palmeiras. Aujourd'hui, à 78 ans, Alfredo coule une retraite paisible dans sa ville natale. Son histoire nous rappelle que, dans le football comme dans la vie, tout le monde n'est pas une star, mais que chacun a son rôle et sa valeur. Ademir da Guia fut la plus grande tragédie de l'équipe du Brésil de 1974, surnommé O Divino, le divin. Ademir était la plus grande idole de l'histoire de Palmeiras, un milieu de terrain talentueux au style de jeu élégant et raffiné. Pourtant, à 32 ans, il ne joua qu'un seul match, la 3e place, sous la direction de l'entraîneur Zagallo, alors que le sort du match était déjà scellé. Un véritable sacrilège contre le beau football. Ademir accepta cette injustice avec un calme remarquable, à l'image de son surnom « Dieu ». Il ne se plaignit jamais. Après sa retraite, il se lança même en politique et fut élu conseiller municipal de São Paulo. C'était un homme calme, intelligent et d'une grande noblesse de caractère. Aujourd'hui, à 82 ans, Ademir da Guia est toujours une figure emblématique à São Paulo.
Il est toujours en pleine forme et rayonne toujours d'un esprit pionnier. Sa carrière inachevée en équipe nationale n'éclipse en rien sa grandeur, mais au contraire, ne fait qu'accroître l'admiration et le regret que l'on porte à ce talent exceptionnel.